Yo tout le monde, on attaque donc la deuxième partie du bilan de notre voyage en Asie et aujourd'hui on va voir le Laos et la Thaïlande. Alors comme dans la dernière vidéo, on va vous partager nos impressions sur chacun de ces pays et donc vous dire les aspects positifs et négatifs qu'on a relevés pour chacun d'entre eux selon notre point de vue bien évidemment et surtout on va vous parler budget. Allez c'est parti. Alors le Laos, on y est resté seulement 11 jours. On a visité au total 4 régions et c'est peut-être le plus gros regret qu'on a de notre voyage, d'avoir vraiment sous-estimé le potentiel de ce pays, car au final c'était vraiment le pays qui correspondait à tout ce qu'on cherchait quand on partait. Pour commencer, le Laos c'est un pays qui est encore très sauvage, très nature. Je pense par exemple au tour qu'on avait fait dans le plateau des Bolovans, dans la région de Paksé, où tu voyais plein de cascades, c'était vraiment un régal pour la rétine. Il y avait aussi Gibbon Experience, l'une des plus belles expériences qu'on ait vécues en Asie. Tu passais 2 jours à gambader dans la forêt laotienne et tu découvrais plein de choses grâce au guide. C'était un retour aux sources et tu appréciais véritablement les instants que tu passais au milieu de cette jungle qui était vraie, qui était pure. Et pour finir sur ce dernier point positif justement, c'est que c'est une nature qui est très bien préservée. Tu as l'impression qu'au Laos, tu as encore des terres qui sont inexplorées. Alors le point positif suivant qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que le Laos c'est le pays le moins touristique des 4 pays qu'on a visités. Et du coup, il y a plein d'avantages à ça. Donc le premier, c'est qu'il y a encore beaucoup de spots qui sont gratuits. Donc tu ne vas pas retrouver de parking par exemple, ou de guichet, de tickets d'entrée. Et c'est vraiment très appréciable de pouvoir aller te balader quelque part, surtout quand c'est un lieu naturel, déjà sans te faire dépouiller. Et de deux, surtout sans retrouver de construction humaine, de barrières, de stands qui viennent gâcher le paysage. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Alors moins touristique, ça veut aussi dire moins de monde. Et du coup, tu vas profiter davantage de tes visites. Alors je dis pas non plus que c'est un pays qui n'est pas touristique. Mais comparé au Vietnam et au Cambodge qu'on avait fait avant, on se sentait vraiment respirer, quoi. Je repense notamment à une cascade qu'on avait fait au plateau des Bolovans justement, où on était 4 à la cascade. Et à ce moment-là de notre voyage, c'était juste impensable d'être aussi peu de monde à un spot qui était aussi beau. Et un dernier avantage qui vient avec le fait que le Laos soit un pays qui soit moins touristique, c'est l'authenticité des locaux. On pouvait vraiment partager, échanger avec les habitants sans avoir cette impression d'être un portefeuille, sincèrement. Pour la petite anecdote, on faisait souvent des marchés en Asie, on adorait ça, et on avait pris pour habitude de toujours négocier les prix au marché. Donc au Vietnam et au Cambodge, systématiquement, on négociait. Donc au Laos, quand on est arrivé, on a essayé de faire la même chose, on pensait que c'était le même système. Là, on s'est clairement pris un stop, et la dame refusait en fait de baisser le prix de son produit. Donc au début, nous on s'est dit, c'est un coup de bluff, parce qu'au Vietnam, typiquement, c'est ce qu'ils font beaucoup. Ils vous laissent partir et au moment où vous partez réellement, ils vous rattrapent pour vous dire non c'est bon vas-y je te vends le produit au prix que tu m'as proposé. Et au Laos pas du tout, elle nous a tout simplement laissé partir. Et on a essayé de faire 2-3 autres stands qui proposaient le même produit et systématiquement on essayait de négocier. Et là on s'est rendu compte que tout simplement tous les prix étaient alignés et le prix auquel ils te vendaient un produit c'était un prix fixe. Et ils n'essayaient pas forcément de t'arnaquer à te mettre un tarif qui était 10 fois supérieur à ce que valait le produit. Donc ça c'était vraiment appréciable. Le Laos c'est aussi un pays plus relax. On dit d'ailleurs que c'est le pays de la slow life, un pays qui t'amène à ralentir la cadence et à prendre le temps d'apprécier les moments que tu vas passer sur place. Il faut dire qu'après le rythme soutenu qu'on avait à visiter les 2 pays précédents, ça fait aussi du bien de freiner un peu. Et ce qui est marrant c'est que tu t'en rends même pas compte, dans le sens où même si tu veux poursuivre tes visites au rythme que tu avais, tu peux pas parce que la vie là-bas fait en sorte que automatiquement tu t'adaptes. Je prends l'exemple des transports, là-bas la ponctualité tu l'oublies. Les heures d'arrivée ou de départ des trains, des bus, c'est pas une règle rigide, c'est un espèce de concept un peu flou. Et ça sert à rien de te défouler sur eux parce que de toute façon c'est leur façon de vivre et tu t'adaptes. Et tu te rends compte finalement que c'est pas une si mauvaise chose, dans le sens où tu prends du recul et tu te dis ouais mais je suis aussi là pour profiter et je suis pas dans une course. Même si on a adoré toutes les régions qu'on a fait au Laos, on a quand même eu un petit coup de cœur pour Luang Prabang. Déjà, c'est une ville qui est pleine de charme, notamment avec ses petites ruelles de son quartier historique. Un quartier historique d'ailleurs qui a su traverser les années, dont l'architecture a su être préservée. C'est très plaisant de s'y perdre et tu peux vraiment chiller toute une journée. Ensuite, c'est une ville avec aussi une très grosse richesse culturelle et une énorme concentration de temples bouddhistes. Et par exemple, assister au Takbat, donc la cérémonie de l'aumône, c'est une expérience unique d'humilité et de respect. À Luang Prabang, il y a aussi les marchés de nuit qui sont top, donc aussi bien pour amener des souvenirs que pour te régaler parce qu'il y a énormément de stands de street food. Et en plus de ça, tu ne te fais pas systématiquement alpaguer. C'est quelque chose qui était devenu un petit peu fatigant dans les pays précédents qu'on avait fait, c'est que tu n'avais même pas le temps de regarder un produit quand on mettait 10 au nez. Les commerçants étaient vraiment trop insistants. Et là, pas du tout. Le commerçant il est un petit peu à l'écart et c'est seulement si tu as besoin d'une information ou de conseils qu'il va venir te voir. Donc ça, c'était vraiment très appréciable. Et puis c'est une région avec des paysages superbes, comme par exemple la cascade de Quangsi, qui est d'ailleurs plutôt une succession de cascades, ou encore les rizières qui permettent de continuer à te dépayser. Et c'est même l'occasion de faire une activité plutôt ludique,
où on avait appris notamment la méthode de culture du riz. C'était hyper fun et hyper instructif. Donc voilà, une région avec beaucoup de choses à faire et à voir. Je ne peux pas vous parler du Laos sans partager Gibbon Experience. C'est l'expérience la plus folle qu'on ait vécue là-bas. Mais je ne m'attarde pas trop sur le sujet parce qu'il y a une vidéo complète qui est consacrée à ces 2 jours qu'on a passés dans la jungle laotienne. Mais si vous voyagez au Laos, faites-le sans hésiter. Tu vas apprendre plein de choses sur la vie de la forêt. Tu vas te prendre une très grosse dose d'adrénaline avec les tyroliennes qui sont vertigineuses. Si tu as de la chance, tu vas avoir des espèces qui sont uniques. Et en plus de ça, tu participes à la préservation de l'environnement. Donc passe pas à côté de ça. Et le dernier point positif que je peux citer, c'est que ça te fait sortir des sentiers battus. Le Laos, comme je l'ai dit, c'est le pays le moins touristique de ses voisins et tu es obligé de sortir de ta zone de confort parce que tu as beaucoup moins d'aménagements qui sont faits pour les voyageurs. Et c'est typiquement le genre d'aventure qu'on est venu chercher en Asie et qui nous manquait un petit peu jusqu'ici. Jusqu'ici, tout était limite trop facile de se déplacer, trop facile de trouver tout ce que tu cherchais. Et au Laos, c'est vraiment à toi de t'adapter à la vie locale si tu veux vivre une belle expérience de voyage. Et c'est vraiment génial parce que c'est ce lâcher prise qui va te permettre de t'intéresser davantage à la vie des locaux. Donc vous pouvez voir qu'en peu de temps qu'on a passé là-bas, le nombre de choses positives que j'arrive à vous citer, alors que clairement on n'a pas tout fait, et je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses à voir et plein de spots à découvrir dont on a entendu parler, comme par exemple les 4000 îles ou encore la croisière sur le Mékong. Bref, c'est une destination qu'il ne faut surtout pas négliger. Bon, on va parler maintenant des points négatifs, parce que même si vous avez vite compris qu'on a adoré le Laos, il y en a quand même quelques-uns. Et pour commencer, je vais parler des transports. Donc forcément, qui dit pays moins touristique, dit aussi moins d'infrastructures pour voyager. Donc tu vas avoir un peu plus de mal à booker tes créneaux pour tes déplacements, même si y a rien d'impossible, tout est faisable. Mais à la limite, c'est pas ça qui nous a embêté le plus. Au Laos, on a vraiment vécu le pire de nos trajets, et même si on en rigole aujourd'hui, sur le coup, ça nous a semblé interminable. Pour la petite histoire, en fait, on s'est retrouvé à 20 dans un van qui était prévu pour 15 personnes. Donc on était vraiment tassés comme des sardines. Et en plus de ça, les routes au Laos, elles sont pas top. L'état des routes est vraiment très dégradé. Et le mec roulait à fond, donc tu étais secoué comme jamais. Et ça n'a pas loupé, juste à côté de nous, la fille qui était juste à côté de nous, au bout d'un moment, elle a tout rendu vomito. Donc comment te dire que c'était pas le trajet le plus agréable qu'on ait vécu? Tout ça pour te dire que au Laos, ils vont pas hésiter à tasser un maximum de personnes pour rentabiliser les trajets. Et quand tu es sur un trajet comme ça d'une dizaine d'heures, 12 je crois que c'était, je sais plus exactement, enfin un trajet très long, et tu vas passer un sale moment, quoi. Deuxième aspect contraignant, l'anglais. Donc dans les grandes villes, tu vas avoir un peu moins de mal dans le sens où ils sont plus habitués à avoir des touristes et du coup ils auront au moins les bases pour te vendre un service ou t'apporter des informations. Mais dès que tu vas vouloir aller dans des zones un peu moins peuplées, des aires un peu plus reculées, là l'anglais est quasi inexistant. Donc tu vas devoir te débrouiller autrement ou faire des gestes par exemple. Alors si je creuse vraiment pour trouver un dernier point négatif, je dirais peut-être un peu moins de vie nocturne. Tu pourras toujours trouver des restaurants ou autres qui ferment un petit peu plus tard, mais en règle générale, tu as quand même beaucoup moins d'activités nocturnes que dans les pays voisins. Donc nous, ça ne nous dérangeait pas trop dans le sens où on préférait se coucher tôt pour attaquer tôt les visites plutôt que de se coucher tard. Donc voilà, on n'a pas trouvé beaucoup de points faibles à ce pays. On a estimé pour cette destination un budget de 500 € par personne. Au total, on a dépensé 24 millions de kips, ce qui correspond à 1055,64 €, soit 528 € par personne. Alors, il faut prendre avec des pincettes le détail des dépenses, tout simplement parce qu'on a fait Gibbon Experience, qui est donc inclus dans les activités, mais dedans, il y avait le logement et les repas qui étaient inclus. Donc ça déséquilibre un petit peu la balance. Donc je vais essayer de parler en moyenne pour que vous ayez une idée de ce que représente chaque catégorie de dépenses. Alors pour l'alimentation, il faut compter environ 2-3 € par personne par repas, si vous mangez comme nous dans tout ce qui est petit boui-boui, petit shop. Donc c'est vraiment pas cher du tout et même un petit peu moins cher que le Vietnam. Pour l'hébergement, on a continué de louer des chambres chez l'habitant et on s'en est tiré pour environ 10 € par nuit. Donc là aussi, c'est un petit peu moins cher que dans les pays voisins pour des homestays qui sont tout aussi confortables. En termes de transport, le Laos c'est aussi un pays qui est très étiré comme le Vietnam. Et on a parcouru l'intégralité de sa longueur depuis Pak Se qui se trouve tout au sud jusqu'à Hua Sai qui est complètement au nord. Donc on a fait beaucoup de distance et au total on en a eu pour 256 €. Et donc notre plus grosse dépense au Laos qui sont les activités. Donc les activités qui, je vous rappelle, n'étaient pas dans notre estimation de base. Donc 476 € d'activités dont 410 € pour Gibbon Experience. Finalement, on a légèrement dépassé notre budget, mais avec une activité donc, qui n'était pas prévue, donc on s'en sort plutôt bien. Et en réalité, on avait un peu surestimé le coût de la vie au Laos et on a été agréablement surpris une fois sur place. Dernier pays de notre périple, la Thaïlande. Presque un mois passé en Thaïlande, 26 jours sur place exactement, donc 3 villes côté terre et 3 îles. En réalité, on a fait un petit peu plus que ça puisqu'on a fait beaucoup d'excursions. Donc on attaque sans plus attendre les points positifs de cette destination qui fait tant parler d'elle.
Pour commencer, j'ai jamais vu une population si souriante. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la Thaïlande a un surnom qui est le pays du sourire? Le sourire fait d'ailleurs partie intégrante de la communication en Thaïlande et chaque sourire a sa signification. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant de voir des gens si souriants. Et maintenant qu'on y était, on comprend vraiment d'où vient ce surnom. Les Thaïlandais, ils sont hyper chaleureux et hyper accueillants envers les voyageurs, malgré le fait que les touristes en Thaïlande, c'est pas toujours des exemples, que ce soit en matière d'excès, de fêtes, ou même toutes les problématiques qui sont connues autour du tourisme sexuel. Et malgré ça, les locaux ils font toujours preuve de beaucoup de générosité avec les voyageurs, beaucoup de respect et de sens du service. Et ça partout, que ce soit dans un hôtel ou dans un restaurant, ils feront toujours en sorte que tu aies à disposition tout ce qu'il te faut. Bon, le point positif suivant, c'est juste une évidence, ce sont ces paysages qui sont vraiment magnifiques, qui font partie des plus beaux paysages du monde. Au nord déjà de la Thaïlande, tu vas retrouver les plaines, les montagnes, la jungle, la mégalopole de Bangkok. C'est vraiment une région qui t'offre une grande diversité en termes de paysages. Et puis forcément le sud, avec ses îles paradisiaques, des plages à perte de vue, des baies qui te font rêver, des formations karstiques qui émergent de cette eau turquoise, une faune et une flore qui est majestueuse. Et c'est pas parce que ces îles sont réputées surtout pour leurs belles plages qu'il n'y a que de la bronzette à faire. Il faut vraiment pas hésiter à aller se perdre un petit peu, à aller faire des randonnées. Il y a de très belles choses à voir. Bref, je vous en fais la pub, mais je vous apprends vraiment rien sur ces paysages qui sont connus et magnifiques. Et ensuite, la Thaïlande, c'est aussi une destination où il y a plein d'activités. Il y a plein de choses à faire et là-dessus, on a fait beaucoup de découvertes. Donc à commencer déjà, forcément la visite des palais et des temples. On a fait beaucoup de temples, des temples très particuliers. Je pense notamment à Chiang Rai où on a vu un temple qui était tout blanc, l'autre qui était tout bleu. C'est vraiment des visites très spéciales et très belles à faire. À côté de ça, on a assisté à un combat de Muay Thai à Bangkok qui représente bien plus qu'un simple sport pour les Thaïlandais. On s'est initié à la cuisine thaïlandaise à Chiang Mai. Une activité complètement aussi insolite, c'est la fabrication de papier à base de caca d'éléphant ou encore aller à la rencontre justement de ces êtres si attachants, une expérience à jamais gravée dans notre mémoire. Et puis sur les îles, profitez-en aussi pour vous initier à la plongée ou même simplement faire du snorkeling. Vous serez émerveillé par cette vie sous-marine, c'est garanti. Bref, la Thaïlande, c'est une destination où on s'ennuie jamais. Ensuite, comment passer à côté de la bouffe et surtout de la street food? Déjà, la cuisine thaïlandaise, c'est une tuerie. Je pense notamment au pad thai, la salade de papaye, les fruits de mer et en dessert le mango sticky rice ou encore le roti banane. Autant dire qu'on s'est régalé, nous qui adorons manger, c'était vraiment le paradis pour nous. Et puis je tiens à préciser une chose également, c'est que les locaux adaptent vraiment leurs plats aux voyageurs, surtout d'un point de vue épices. On a souvent cette idée reçue de se dire que quand on va arriver en Thaïlande, si on mange pas épicé, on va rien pouvoir manger tellement c'est pimenté. Mais en fait, ils mettent du piment seulement si tu le demandes. Nous par exemple, on mange quand même bien épicé et au début on a été un petit peu surpris parce qu'il n'y avait pas du tout de piment dans nos plats. Il fallait vraiment demander pour qu'ils puissent faire le plat à leur manière. Parce qu'ils savent tout simplement que tout le monde ne supporte pas ça. Et même en dehors de la cuisine locale, ta boîte difficile, tu trouveras forcément quelque chose qui te convient vu le nombre de stands de street food qu'il y a. C'est à 1000% une destination qui est faite pour les voyageurs en quête de découverte culinaire. Alors pour ce qui est des transports, pas besoin d'épiloguer longtemps. Les transports en Thaïlande sont super bien foutus, c'est hyper bien organisé. Pour tout ce qui est long trajet, les bus sont super confortables. Ils font des arrêts fréquents pour que tu puisses te restaurer, donc c'est vraiment top. Et puis au sein même des villes, on utilisait comme au Vietnam l'application Grab, donc l'espèce de Uber où tu choisis ton pick-up, ta destination et le prix est vraiment fixe, donc bye bye les arnaques, ça c'est nickel. Attention quand même, en Thaïlande c'est pas comme au Cambodge, le tuk-tuk c'est pas forcément la solution de déplacement la moins chère, étant donné que c'est devenu un petit peu une attraction, les prix sont un peu gonflés. Donc de temps en temps il faudra mieux prendre un taxi, ça sera une meilleure alternative pour te déplacer. Et puis dernière option, la location de scooter. Pour nous ça a été surtout utile sur l'île de Koh Lanta, le reste du temps on s'est débrouillé autrement, ça allait très bien. En parlant des îles justement, c'est aussi très simple de se déplacer, que ce soit sur des excursions à la journée avec les taxi-boats ou quand vous changez d'île carrément en réservant des speedboats. D'ailleurs, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier les speedboats. Ça coûtera un petit peu plus cher, mais vous gagnerez beaucoup de temps sur vos navettes. Je conclue les points positifs de ce pays avec la plus belle expérience qu'on ait vécue dans notre séjour. J'en ai parlé un petit peu avant, c'est la rencontre avec les éléphants. Et au-delà de la beauté et de l'affection que représente cet animal, c'est surtout le contexte dans lequel on les a vus qui est si génial. On avait entendu beaucoup de choses et on s'était beaucoup renseigné avant de partir et on souhaitait absolument éviter tout ce qui était parc à éléphants où les animaux sont exploités. Et c'est pour ça que nous on a fait l'Elephant Rescue Park qui est vraiment un centre qui a pour mission de sauver ces éléphants des environnements nocifs. Je ne vais pas en parler plus longtemps tout simplement parce que vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les vlogs, mais définitivement la Thaïlande c'est la destination idéale pour partir à la rencontre de ces êtres. Voilà les aspects positifs que je souhaitais particulièrement mettre en avant. Après à côté de ça bien sûr il y en a d'autres comme par exemple la richesse culturelle ou encore la vie nocturne, mais c'était juste quelques-uns des principaux que je voulais vous exposer. Côté négatif, je ne vais pas réussir à en citer beaucoup, mais le principal je dirais c'est comme vous en doutez, c'est un pays très touristique.
Vous aurez donc beaucoup de mal à trouver un lieu ou une région qui ne l'est pas du tout, tellement l'ensemble du pays est intéressant à voir. Alors si vous êtes une personne qui a opté d'habitude pour une destination moins populaire, là c'est mort, il y a vraiment du monde partout. Après c'est pas le même genre de tourisme partout. Il va y avoir des régions plus festives, d'autres plus nature, parfaites pour l'exploration, et enfin d'autres qui sont idéales pour des voyages en famille. Idem pour les îles, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais partout où vous irez, il y aura toujours un petit peu de monde. Le point suivant, ça concerne surtout les grandes villes, c'est la circulation. J'ai envie de dire que c'est Paris mais en pire. C'est hyper congestionné, et sincèrement, si vous n'avez pas peur de marcher, il vaut mieux parfois faire les trajets à pattes plutôt que de prendre un taxi. Et c'est ce qu'on a fait, même si des fois ça demandait de traverser la ville, parce que vraiment aux heures de pointe, c'est la folie à quel point c'est bouché. Et pour finir, je dirais le coût de la vie. Alors, il faut prendre ça avec du recul, parce qu'en soi, c'est pas un pays qui est excessivement cher. Mais comparé aux 3 autres pays qu'on avait visités, il y a quand même un gap. C'est un pays qui est plus développé, de toute manière tu le vois très vite quand tu vois les infrastructures qui sont en place, et aussi c'est un pays qui est bien plus touristique. Donc tout ça fait que ça gonfle un petit peu la note, donc c'est tout à fait normal. Alors les coûts justement, et on va commencer par le budget. Donc déjà là, clairement, on était sur quelque chose de plus haut que les pays précédents puisqu'on était sur un budget de 2000 € par personne. Et même si on ne savait pas exactement les activités qu'on allait faire, on a vraiment surévalué notre estimation parce qu'on savait qu'on allait faire plein de choses en Thaïlande. Donc sur place, on a dépensé 132 000 bahts, soit l'équivalent de 3 444,95 €, soit 1722 € par personne. En top 1 des dépenses, je vous le donne en 1000, le miam miam. On est vraiment des voraces et c'est là que je me rends compte à quel point on aime manger parce qu'on a réussi à dépasser le budget des activités. Pourtant, on en a fait des choses vraiment, mais il y a tellement de bonnes choses à découvrir gustativement que c'est compliqué de se restreindre. C'est très difficile de vous donner un coût moyen d'un repas en Thaïlande parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez manger. Nous, par exemple, il y a des jours où on picorait plein de petites choses sur les stands de street food et puis le lendemain, on allait se faire un vrai plat de pad thaï. Donc voilà, c'est très varié. Enfin bon, 1082 € pour ce qui est des repas, juste devant la plus grosse dépense suivante qui sont les activités. Donc comme je vous ai dit, en Thaïlande, on a fait plein de choses. Donc là-dedans, on va retrouver des excursions pour aller visiter les temples, les palais, les ruines de l'Empire Siam, des places au premier rang pour assister à un combat de Muay Thai, 2 jours avec les éléphants, un baptême de plongée, des excursions vers une dizaine d'îles, etc., etc. Donc vous aurez compris, on s'est vraiment éclaté en un mois. 1059 €, le prix qu'on a payé pour repartir avec des souvenirs plein la tête. Côté hébergement, 607 €, sachant qu'on s'est fait un petit plaisir pour les derniers jours qu'on a passé à Krabi, avec un resort bien sympa à 240 €. Le reste du temps, on continuait de louer des homestays, donc des chambres chez l'habitant, pour environ 22 € par nuit. Donc comme je vous disais, c'est un petit peu plus cher que ces pays voisins. Pour ce qui est des transports, 507 €. Là, une fois de plus, on est sur des trajets importants, auxquels s'ajoutent tous les transferts vers les îles. Donc à chaque fois, il faut vite rajouter 30-40 € de speedboat. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est notre dernier pays. Donc une fois qu'on a fait tout le trajet pour aller au sud, il faut penser aussi à revenir à Bangkok pour aller prendre l'avion. On a donc respecté notre budget en Thaïlande, sachant qu'on avait quand même mis une bonne marge de sécurité sur notre estimation, mais au final on est bien et on a profité à fond. Petit récap des dépenses totales de notre voyage, donc on partait avec un budget de 7000 € par personne. À ça on enlève le billet d'avion, donc 1161 € aller-retour. Petite parenthèse, on est parti avec la compagnie Thai Airways, c'est vraiment une compagnie au top. Ensuite, les vaccins, 526 €. C'est vraiment pas donné, donc prévoyez vraiment ce budget pour votre voyage. Et puis pour finir, 690 € d'achat annexe, et donc 345 € par personne. Là aussi, ça chiffre assez vite quand vous commencez à acheter des choses un petit peu techniques pour partir en mode bikepacking, donc typiquement sac à dos ou des vêtements techniques. Donc voilà, c'est un petit budget quand même à préparer. Et sur place, on a dépensé 3863 €, ce qui nous fait un coût global pour notre voyage de 5895 € par personne. Donc on avait prévu un budget plutôt conséquent avec une bonne marge de sécurité, mais bon, vaut mieux ça que l'inverse. De manière générale, on trouve vraiment que l'Asie c'est une destination parfaite pour un premier road trip parce que c'est hyper facile de se déplacer et les locaux sont super accueillants. Ajoutez à ça, le coût de la vie est très abordable, même en Thaïlande où c'est un petit peu plus cher, mais ça reste très raisonnable. Vous allez aussi découvrir une variété de paysages qui vous laisseront des souvenirs impérissables. Petit truc également, à aucun moment on s'est senti en insécurité dans l'ensemble des 4 pays qu'on a fait. Et j'avais quand même pas mal de matériel avec moi et même si je l'exposais pas à la vue de tous, j'essayais d'être discret, malgré tout, je vloguais quand même pas mal avec ma caméra à la main dans les rues et à aucun moment on s'est senti observé de manière mal intentionnée. Au-delà de tout ça, on a vécu des expériences et on a fait des rencontres inoubliables, magnifiques. On en ressort vraiment grandi humainement et ça permet aussi de prendre du recul sur sa vie et de se rendre compte à quel point au quotidien on accorde de l'importance à des problèmes insignifiants. Malheureusement, c'est des petits problèmes qui reviennent vite vous polluer l'esprit quand on rentre et c'est pour ça que nous on n'a qu'une hâte, c'est de repartir pour pouvoir revivre des expériences comme celle-ci.
Sur l'aspect global de notre voyage, si aujourd'hui il y avait quelque chose qu'on devait faire différemment, ce serait sûrement de prendre plus le temps de visiter chaque destination. C'est quelque chose qu'on a plus fait vers la fin, parce que justement on a appris de cette erreur-là, mais au début on courait beaucoup trop. Et aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux savoir cibler, quitte à moins faire, mais pour mieux faire. Mais c'est assez compliqué parce que quand tu planifies ton premier road trip, tu as envie de tout voir et tu as envie de faire un maximum de choses. Mais tu te rends vite compte que d'un, tu ne pourras jamais tout voir et de deux, tu vas te fatiguer petit à petit. Il y a une autre chose hyper importante dont on voulait vous parler qui concerne notre séjour en général. Faites attention à la période à laquelle vous partez. Parce qu'entre février et mars, en Asie du Sud-Est, c'est la période des brûlis. Les brûlis, c'est une méthode agricole qui consiste à brûler les terres pour pouvoir défricher et fertiliser. Alors c'est une méthode qui est complètement illégale mais qui est ancrée depuis toujours dans la culture de cette région. Et les gouvernements, ils ont du mal à contrer ça. Et durant cette période, dans le nord du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande, il y a un brouillard permanent qui s'installe et qui gâche le paysage et qui en plus de ça est hyper nocif. Donc évitez au maximum de partir à ces dates. C'est tout pour ce bilan de notre voyage en Asie. J'espère vraiment que ces vidéos vous auront donné quelques éléments de réponse ou vous auront donné envie de découvrir ces pays. Bien sûr que ce soit de nos impressions ou même du budget qu'on a dépensé, c'est très propre à nous-mêmes puisqu'il s'agit de notre manière de voyager. Néanmoins, on essaie de donner quand même le maximum d'informations pour que vous puissiez juger de la pertinence de ces avis et savoir si vous pouvez vous calquer dessus. En tout cas, on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!